Si vous avez plus de 60 ans, vous l'avez peut-être croisée. Une Panhard. La Dina, la PL17, le Coupé 24, ces voitures malignes aux petits moteurs à 2 cylindres, 6 places, prisées des familles et des chauffeurs de taxi, économes là où les autres buvaient l'essence. À son sommet, Panhard était le plus ancien constructeur du monde, le premier exportateur de la planète, la maison qui avait donné à l'automobile son volant et sa boîte de vitesse. Elle a survécu à la mort de son fondateur, tombé en pleine course, survécu à 2 guerres mondiales, survécu à la Grande Dépression et à l'occupation. Et puis, après plus de 75 ans à fabriquer des automobiles dans Paris, les chaînes se sont arrêtées. Comment la doyenne de l'automobile, celle qui avait tout traversé, a-t-elle pu disparaître si vite ? Chapitre 1. La plaque que personne ne lit. Il existe, dans le 13e arrondissement de Paris, une plaque que presque personne ne remarque. Elle est fixée sur un mur de briques et de meulières, dans le triangle d'ateliers coincé entre l'avenue d'Ivry, la rue Nationale et la rue Regnault, à 2 pas des tours des Olympiades qui montent vers le ciel comme des falaises de béton. Les passants filent devant sans la lire. Et pourtant, ce qu'elle affirme est immense. Quelques mots gravés dans la pierre, ici naquit l'industrie automobile. Et une date, 1891. Pas en Allemagne, pas à Stuttgart ni à Mannheim, où Karl Benz et Gottlieb Daimler avaient assemblé leurs premiers engins à moteur. Mais à l'unité, comme on bâtit un prototype. Ici, c'est autre chose. Ici, à Paris, dans ce coin de la capitale où l'on coulait, où l'on limait, où 40% des habitants étaient des ouvriers, c'est la fabrication en série qui a commencé. La première marque automobile du monde à produire vraiment, en continu, des voitures les unes après les autres. Cette histoire commence, comme tant d'histoires industrielles françaises, dans un atelier qui ne fabriquait pas encore ce pourquoi il allait devenir célèbre. Au milieu du XIXe siècle, sur cette même avenue d'Ivry, un homme du nom de Jean-Louis Perrin dirigeait une fabrique de machines à travailler le bois, des scies à ruban, des outils robustes pour menuisiers et charpentiers. Rien, dans l'odeur de sueur et d'huile chaude de cette boutique, n'annonçait l'automobile. Et c'est pourtant là, entre 2 scies, que 2 hommes allaient se rencontrer et changer la face du siècle qui venait. Le premier s'appelait René Panhard, le second, Émile Levasseur. Le premier était un fils de la bourgeoisie parisienne, ingénieur de formation, gestionnaire dans l'âme, un homme qui voyait des chiffres là où d'autres voyaient des machines. Le second était un fils de paysan, génie du métal, bricoleur infatigable qui ne croyait qu'à ce qu'il avait construit de ses propres mains et essayait sur la route, parfois au péril de sa vie. Ils n'auraient jamais dû se comprendre. Ils allaient devenir inséparables. Pour saisir ce qui s'est joué ici, il faut d'abord comprendre qui étaient ces 2 hommes. Car la plus ancienne marque automobile du monde ne fut pas le fruit d'un hasard. Elle fut le produit d'une amitié improbable, d'une licence allemande, d'un héritage de famille et de l'obstination d'un fils de paysan qui refusait de croire qu'une voiture sans cheval était une lubie d'oisif. Elle fut aussi, dès l'origine, marquée par un choix de qualité contre quantité, de prestige contre volume, qui ferait sa gloire pendant un demi-siècle, et qui, bien plus tard, sera l'une des fissures par où la chute s'engouffrera. Mais nous n'en sommes pas là. Nous sommes en 1860, dans un atelier de scie, et 2 jeunes hommes viennent d'y entrer. Chapitre 2. Le centralien et le fils du paysan. René Panhard naît à Paris le 27 mai 1841 dans une famille aisée de carrossiers et de loueurs de voitures, à cheval bien entendu. Le métier de la famille, c'était déjà le déplacement, la roue, l'attelage, le mouvement en somme. Mais le jeune René ne sera pas carrossier. On l'envoie au Collège Sainte-Barbe, l'une des plus anciennes maisons d'enseignement de la capitale, puis à l'École centrale de Paris, dont il sort diplômé ingénieur en 1864. C'est un homme de calcul et de méthode. Là où d'autres voient une belle mécanique, il voit un coût de revient, une marge, une organisation du travail. Cette tournure d'esprit, froide, comptable, rigoureuse, sera la colonne vertébrale de l'entreprise. Sans elle,
le génie de l'autre n'aurait jamais tenu debout. C'est dans la fabrique de Jean-Louis Perrin que René Panard fait ses armes. Et c'est là qu'il croise un homme, à peine plus jeune que lui, sorti lui aussi de Centrale, mais venu d'un tout autre monde. Émile Levasseur était né le 21 janvier 1843 à Marolles en Hurepoix, au sud de Paris, fils d'agriculteur. Entre la ferme du Hurepoix et l'avenue d'Ivry, il y avait tout l'écart d'une France qui basculait, celle des champs et celle des usines. Le garçon avait du don pour les machines, et ce don l'avait mené, lui le fils de paysan, jusqu'au banc de la même grande école que Panard. Après un bref passage chez Cockerill, en Belgique, au cœur des forges et des grosses mécaniques, Levasseur était revenu à Paris, dans cette fabrique de scie où il allait retrouver son camarade. On le surnommera plus tard le père de l'automobile. Ceux qui l'ont connu décrivaient un homme brillant et obstiné, qui travaillait jour et nuit, qui inventait, qui perfectionnait, et qui n'hésitait jamais à essayer lui-même ses propres trouvailles, le visage fouetté par le vent, les mains noires de cambouis. Deux caractères aux antipodes donc. Panard, l'industriel de la bourgeoisie parisienne, l'homme des comptes, des contrats et des conseils d'administration. Levasseur, l'artisan fils de paysan, le génial bricoleur qui ne dormait pas. L'un savait construire la voiture, l'autre savait construire l'entreprise. Et c'est précisément parce qu'ils étaient si différents qu'ils étaient parfaitement complémentaires. Retirez l'un des deux, et il n'y a plus de Panard et Levasseur. Il n'y a qu'un atelier de scie de plus dans un Paris qui en comptait des centaines. En 1867, l'affaire prend le nom de Perrin-Panard, lorsque René Panard s'y associe pour de bon. Pour cela, grâce à l'héritage que lui a laissé son père Adrien, il rachète à Perrin la moitié de l'établissement industriel. Le prix est consigné dans les actes, et il en dit long sur l'audace du jeune homme. 173 126 francs. 53 126 payés comptant, le reste étalé sur 3 ans. C'est une fortune. C'est le premier acte d'un industriel qui n'a pas peur d'engager son patrimoine sur une intuition. On retient souvent le nom de Levasseur, l'inventeur. On oublie que sans le portefeuille et le sang-froid de Panard, l'inventeur n'aurait rien eu ou inventé. L'atelier ne se contente bientôt plus des scies. À partir de 1876, il fabrique sous licence des moteurs à gaz, les fameux moteurs Otto et Langen venus d'Allemagne. La maison apprend le moteur, elle apprend la combustion, l'explosion contrôlée, la transformation du feu en mouvement. Vers 1886, on y ajoute les moteurs à pétrole de Gottlieb Daimler. Et cette même année, à la mort de Perrin, la maison prend enfin le nom sous lequel elle entrera dans l'histoire, Panard et Levasseur. Il y a dans ses origines un détail qui boucle la boucle, le genre de coïncidence dont l'histoire a le secret. Avant même que ces deux hommes ne dirigent l'affaire, Gottlieb Daimler en personne, le pionnier allemand du moteur, aurait passé du temps, vers les années 60, dans cette modeste fabrique de scie à ruban de l'avenue d'Ivry. L'homme qui allait donner son moteur à l'automobile et la maison qui allait donner sa forme à l'automobile s'étaient peut-être croisés là, dans la sciure, des décennies avant que le mot automobile ne veuille dire quoi que ce soit. Mais le véritable basculement tient à une pièce maîtresse, la licence Daimler. Et derrière cette licence, il y a une histoire d'homme et même une histoire d'amour. Un avocat installé à Paris, Édouard Sarrazin, décrit tantôt comme belge, tantôt comme parisien, et sans doute les deux à la fois, un Belge exerçant dans la capitale française, représentait les intérêts de Daimler en France. C'est lui qui détenait le droit de construire les moteurs Daimler sur le sol français. Et c'est lui qui, ayant flairé le génie de l'homme, choisit Émile Levasseur pour les fabriquer. Sarrazin meurt en 1887. Daimler, plutôt que de retirer la précieuse licence, confie alors à la veuve, Louise Sarrazin, le soin de poursuivre l'agence française. Et 3 ans plus tard, en mai 1890, Louise Sarrazin épouse Émile Levasseur. L'accord industriel et le lien du cœur ne font plus qu'un. Le droit de construire les moteurs Daimler en France est désormais, littéralement, entré dans la famille. Détail qui aura son importance bien plus tard,
Pendant des années, la maison devra verser une redevance à Louise pour chaque moteur construit sous licence Daimler. Elle ne s'en libérera qu'en 1901, le jour où un ingénieur du nom de Krebs mettra au point un moteur entièrement maison, baptisé le Centaure. Mais gardons cet homme pour plus tard, il a un rôle à jouer. C'est donc avec un moteur Daimler, un bicylindre en V, que Panhard et Levasseur vendent sa toute première automobile en 1890. Mais une voiture, ce n'est pas seulement un moteur posé sur un châssis. Il faut inventer comment tout cela tient ensemble, comment cela démarre, tourne, freine, change d'allure. Et c'est là que le génie de Levasseur entre véritablement en scène. En 1891, cette date gravée sur la plaque du 13e, Levasseur dessine la première automobile entièrement de sa conception. Une architecture si juste qu'on lui donnera son nom, le système Panhard. 4 roues, le moteur à l'avant, la transmission vers les roues arrière, un embrayage commandé par une pédale, une boîte de vitesse à pignon baladeur. Le tout vendu 3 500 francs. Cela peut sembler une évidence aujourd'hui. C'était une révolution. Cette disposition, moteur à l'avant, roue arrière motrice, allait devenir le standard de l'automobile mondiale pour près d'un siècle. Et cette même année, une voiture conçue par Panhard et Levasseur accomplit l'impensable. Un trajet de Paris jusqu'à Versailles, puis jusqu'à Étretat, sur les routes défoncées de l'époque, faites pour les sabots et non pour les roues. Une voiture qui roule, vraiment, sur de vraies distances. L'automobile cesse d'être une curiosité de salon. Elle se déplace, elle voyage. Et fidèle à un esprit qui n'était pas encore celui de la guerre commerciale, Panhard partage cette même année sa licence Daimler avec un autre Français qui s'y intéresse de très près, un certain Armand Peugeot. Le geste paraît anodin. Il dit pourtant quelque chose de la maison. À ce moment-là, Panhard ne craint personne. Elle est devant tout le monde. Elle peut se permettre d'ouvrir la porte aux autres. C'est un luxe de premier de classe. Chapitre 3. Le système qui a conquis le monde. À partir de là, tout va très vite. Le 13e arrondissement devient le berceau d'une industrie qui n'existait pas 10 ans plus tôt. Et Panhard et Levasseur n'en est pas un acteur parmi d'autres. Il en est le chef de file. Le premier. Le plus grand. Il faut imaginer ce que représentait alors une automobile. Un objet bruyant, capricieux, dangereux, réservé à quelques fortunés et à quelques fous. Pour prouver que ces machines pouvaient tenir la route, au sens propre, il fallait les faire courir. Et c'est sur les grandes routes de France, dans ces courses de ville à ville qui passionnaient le pays tout entier, que la marque de l'avenue d'Ivry va forger sa légende. En 1895 se court la première grande épreuve de l'histoire automobile. Paris, Bordeaux, Paris. Près de 1200 km aller et retour sur des chemins faits pour les chevaux. Émile Levasseur, l'industriel de 52 ans, l'ancien fils de paysan, l'homme qui aurait pu confier le volant à un pilote payé, prend lui-même place à bord. Il conduit seul, sans relais, une voiture de 1205 cm3. Il roule de jour, il roule de nuit, et il franchit le premier la ligne d'arrivée après 48 heures et 45 minutes d'un effort qui dépasse l'entendement. Sur le papier, il sera déclassé pour un détail de règlement. Sa voiture n'avait que 2 places quand l'épreuve en exigeait 4. Mais tout le pays savait qui avait gagné. L'homme qui avait conçu la machine l'avait conduite jusqu'au bout, de ses propres mains, sans céder une seule fois le volant. C'était tout Levasseur. Essayer soi-même. Toujours. Cette victoire-là, il allait la payer de sa vie. L'année suivante, en 1896, lors de la course Paris-Marseille-Paris, Levasseur donne un brusque coup de volant pour éviter un chien surgi sur la route. La voiture se renverse. Il est gravement blessé. Il se relève, semble se remettre, reprend même le travail à l'usine, comme si de rien n'était. Mais les lésions étaient profondes. Le 14 avril 1897, Émile Levasseur meurt à Paris des suites de cet accident. Le père de l'automobile n'aura pas vu le siècle de l'automobile commencer. La France ne l'oubliera pas. Le 26 novembre 1907, un monument à sa gloire, sculpté par Camille Lefebvre, d'après une esquisse du grand Jules Dalou,
sera inauguré à l'entrée du bois de Boulogne, avant d'être déplacé porte-maillot bien des décennies plus tard. Un monument à un homme mort en faisant ce qu'il avait toujours fait, éprouver lui-même ses propres machines au lieu de regarder les autres les conduire. À la mort de Levasseur, l'entreprise aurait pu vaciller. Elle aurait dû peut-être. Le génie était parti. Mais René Panard avait su s'entourer, et c'est là encore que son flair d'industriel fait la différence. Un homme prend la direction technique. Arthur Krebs. Ancien commandant des pompiers de Paris, esprit méthodique et inventif, il avait été recruté comme ingénieur dès 1896 du vivant de Levasseur. Krebs va diriger la maison de 1897 à 1916. Et sous sa main, Panard et Levasseur ne survit pas seulement à la perte de son fondateur. Elle devient l'un des constructeurs les plus grands et les plus rentables du monde. C'est lui, Krebs, qui donnera enfin à la marque son moteur maison, le Centaure, en 1901, libérant la maison de la redevance qu'elle versait depuis des années à la veuve de Levasseur. Pendant ces années fastes, la marque accumule les premières mondiales avec une régularité qui force le respect. Le volant d'abord. Songez-y, à l'aube de l'automobile, on dirigeait les voitures avec un timon, une barre, comme on guide une charrette ou une barque. En 1894, pour la course Paris-Rouen, un certain Alfred Vacheron équipe sa Panard d'un volant, l'un des tout premiers de l'histoire. L'idée s'impose si vite que dès 1898, toutes les Panards en reçoivent un de série. Et c'est encore une Panard que le jeune Charles Rolls, oui, le Rolls de Rolls-Royce, importe en Grande-Bretagne cette même année, offrant aux Britanniques leur toute première voiture à volant. Le geste que vous faites chaque matin en prenant le volant de votre voiture, c'est, en partie, l'héritage d'un atelier du 13e arrondissement de Paris. La boîte de vitesse moderne, ensuite. Dès 1895, une Panard est créditée de la première véritable transmission de l'automobile. Des pignons baladeurs dans un carter fermé, un embrayage à pédale, un levier de vitesse. Cette architecture restera la norme mondiale jusqu'à ce qu'un constructeur américain, Cadillac, introduise le synchroniseur en 1928. Pendant plus de 30 ans, le monde entier a changé de vitesse comme Panard le lui avait enseigné. Et puis il y a cette invention au nom modeste qui survit encore aujourd'hui sous les châssis du monde entier, la barre Panard. Un simple lien de suspension qui assure le guidage latéral d'un essieu. On la trouve toujours, on l'emploie toujours, et on l'appelle toujours par son nom. C'est, et nous y reviendrons à la fin de cette histoire, le dernier usage vivant du nom Panard dans le vocabulaire technique de la planète. Une marque peut disparaître des routes. Il lui reste parfois une barre d'acier qui porte son nom, à jamais. Sur les routes, justement, la domination est écrasante. Paris-Bordeaux-Paris en 1895, première et deuxième place. Puis viennent les triomphes de Fernand Charron, Marseille-Nice, le Grand Prix de l'Automobile Club de France, Paris-Amsterdam-Paris en 1898, Paris-Bordeaux l'année suivante, et la toute première Coupe Gordon Bennett en 1900. Vers la fin du siècle, le constat est sans appel. Panard et Levasseur est non seulement le plus important constructeur automobile du monde, mais aussi son plus grand exportateur. Pensez à ce que cela signifie. Une marque française, née dans un atelier de scie du 13e arrondissement, vend l'automobile à la terre entière. C'est la France qui apprend au monde à rouler. Pendant ce temps, l'usine grandit, dévore le quartier. Plus de 12 hectares finissent par s'étendre le long de l'avenue d'Ivry. Jusqu'à 6000 personnes y travailleront. Le 13e arrondissement, déjà ouvrier, devient l'un des cœurs battants de la mécanique parisienne, aux côtés de Renault à Boulogne-Billancourt et de Citroën dans le 15e. 3 maisons, 3 quartiers, une même ville qui invente l'automobile pour le siècle. La maison ne s'endort pas sur ses lauriers techniques. À partir de 1910, Panard adopte sous licence une technologie venue d'Amérique, le moteur sans soupape, mis au point par l'ingénieur Charles Yale Knight. Au lieu des soupapes classiques, des fourreaux coulissants règlent l'admission et l'échappement. C'est silencieux, c'est doux, c'est raffiné. Exactement ce qu'attend une clientèle fortunée
qui ne supporte plus le vacarme des premières voitures. La marque y croit tellement que, de 1924 à 1940, toutes les Panhard de tourisme en seront équipées. Le sigle SS, sans soupape, devient une signature. Et en 1924, les ingénieurs remplacent les fourreaux de fonte par des fourreaux d'acier 3 fois plus légers, repoussant encore les limites du procédé. Panhard ne se contente pas d'acheter une licence, elle l'améliore. Car entre les deux guerres, la maison a changé de visage. La marque de course est devenue la marque du luxe. Sous la présidence de Raymond Poincaré, dans les années 10 et 20, les grandes Panhard, les 18 chevaux et les 20 chevaux, sont les voitures officielles de la présidence de la République. Le général Joffre, le vainqueur de la Marne, se déplace dans 2 Panhard de 35 chevaux, mus par des 4 cylindres de 7360 cm3. On ne fait pas plus prestigieux dans la France de ce temps-là. Rouler en Panhard, c'est rouler comme la République. Dans ces années-là, l'avenue d'Ivry produit environ 10 voitures par jour. 10, pas 1000. Des voitures chères, à moteur de 4, 6 ou 8 cylindres, façonnées avec soin pour une clientèle bourgeoise qui veut ce qu'il y a de meilleur et qui peut le payer. Et la marque continue d'écrire des records. En 1925, une 20 chevaux de 4,8 litres bat le record du monde de l'heure, à plus de 185 km/h de moyenne. Une voiture de luxe lancée à pleine vitesse sur un anneau de vitesse pour rappeler au monde qu'on était toujours les meilleurs. Mais c'est ici, au sommet même de ce prestige, que se loge déjà la faiblesse qui, des décennies plus tard, conduira à la chute. Car pendant que Panhard fabrique avec amour ses 10 voitures de luxe par jour, 3 autres maisons françaises ont choisi une voie radicalement opposée. Renault, Citroën et Peugeot se lancent dans la production de masse, la voiture pour tous, la chaîne, le volume, le prix bas. À L3, elle représente bientôt les 3/4 des voitures de tourisme produites en France. Panhard, la doyenne, la plus ancienne, la plus prestigieuse, ne suit pas. Elle reste fidèle à son métier d'origine, la belle mécanique, en petite série, pour une élite. C'est un choix d'honneur. C'est aussi, on le verra, une faiblesse structurelle inscrite dans l'âme même de l'entreprise. La maison qui avait inventé l'automobile pour le monde se laisse peu à peu distancer sur le seul terrain qui comptera désormais, celui du nombre. Quand la voiture cesse d'être un objet de luxe pour devenir un objet de masse, celui qui ne fait que du luxe construit, sans le savoir, les murs de sa propre prison. Pour l'heure, pourtant, rien ne semble pouvoir entamer cette grandeur. À l'aube des années 30, Panhard et Levasseur est une institution, un nom respecté de Paris à Saint-Pétersbourg, de Londres à New York. Une maison qui a survécu à la mort de son fondateur, qui a traversé une guerre mondiale, qui a donné à l'automobile son architecture, son volant, sa boîte de vitesse, et jusqu'à une barre de suspension qui porte encore son nom aujourd'hui. René Panhard, lui, n'a pas vu tout cela. Chevalier de la Légion d'honneur dès 1878, devenu maire de Thiais, l'industriel s'est éteint en 1908 et repose au Père-Lachaise. Une rue du 13e arrondissement porte son nom, non loin de l'usine. Il avait misé sa fortune, un jour de 1867, sur un atelier de scie et sur l'amitié d'un fils de paysan. Le pari avait fait de sa maison la première du monde. Personne, dans les ateliers de l'avenue d'Ivry, ne pouvait imaginer ce qui attendait l'entreprise au siècle suivant. Ni la crise qui venait, ni la guerre qui suivrait, ni surtout cette signature, un jour de printemps, au bas d'un contrat passé avec un rival. Une signature qui ferait à la marque plus de mal que tous les cataclysmes réunis. Mais nous n'en sommes pas là, nous sommes encore au sommet. Et au sommet, on ne regarde jamais vers le bas. Chapitre 4. L'aluminium ou la seconde naissance. Au Salon de Paris d'octobre 1936, Panhard dévoile une voiture qui ressemble à un vaisseau venu d'un autre temps. Elle s'appelle la Dynamique, et elle est, à bien des égards, la plus folle automobile que la France ait alors produite. Imaginez la scène. Une carrosserie monocoque en acier soudée à l'électricité, la première voiture de luxe française à se passer de châssis séparés. Des phares fondus dans les ailes, un pare-brise en 3 parties, balayé par 2 ou 3 essuie-glaces, des montants dédoublés, des vitres incurvées, des jupes recouvrant les roues arrière. Le styliste maison, Louis Bionnier, et l'ingénieur Louis Delagarde y ont mis tout leur art. Mais le détail qui fait jaser le tout Paris, c'est le volant. Il est placé au centre, au milieu de la voiture.
Le conducteur s'installe, comme un pilote, encadré de ses passagers. C'était magnifique. C'était inutilisable. Les conducteurs se plaignaient des contorsions nécessaires pour se glisser au centre de cette large voiture, et dès 1939, le volant central était abandonné. La dynamique était surtout très chère. Une berline coûtait près de 58 850 francs, quand une Renault de catégorie comparable s'affichait à 22 500. On en vendit quelques milliers, puis quelques centaines. La dynamique restera comme la dernière flamboyance d'une maison de luxe, et comme la preuve déjà qu'on peut être le plus audacieux des ingénieurs et n'avoir personne à qui vendre son audace. Puis vint la guerre. L'usine de l'avenue d'Ivry, comme toute l'industrie française, traversa l'occupation. Et c'est pendant ces années sombres que se prépara, presque clandestinement, la renaissance de Panhard, sous une forme que personne n'aurait imaginée. La doyenne du luxe allait devenir la championne de la petite voiture économe. Pour comprendre ce virage, il faut un troisième homme. Il s'appelait Jean-Albert Grégoire. Pionnier de la traction avant, obsédé par la légèreté, il avait conçu pendant l'occupation un prototype révolutionnaire, l'aluminium français Grégoire. 400 kilos à peine, une structure en alliage léger, un petit bicylindre à plat refroidi par air. Renault, Peugeot, Citroën avaient tous regardé le projet, et tous l'avaient refusé, car chacun préparait déjà sa propre voiture populaire. La 4 chevaux, la 203, la 2 chevaux. C'est Panhard qui ramassa la mise, signant un contrat de redevance en février 1944. Le contexte d'après-guerre fit le reste. Le plan Ponce, qui réorganisait l'industrie automobile française, assigna les grandes voitures à Renault et Peugeot, et les petites à Simca et à Panhard. L'acier était rationné. Mais l'aluminium, lui, surabondait. Les usines qui avaient construit des avions de chasse n'en avaient plus l'usage. Panhard tenait sa matière première, son créneau et son prototype. Restait à en faire une vraie voiture. C'est là que Louis de Lagarde reprend la main sur le moteur de Grégoire. Il le transforme si profondément, roulement à rouleau, culasse hémisphérique, ressort de soupape à barre de torsion pour tenir les hauts régimes, que Panhard finit par juger ne plus rien devoir à l'inventeur et cesse de lui verser ses redevances. Grégoire, caractère réputé difficile, attaqua Panhard en justice. La paternité de l'automobile, décidément, ne se réglait jamais sans bataille. De tout cela naquit, en 1948, la Dyna X, la première voiture de série au monde à carrosserie entièrement en aluminium. 610 cm3 au départ, traction avant, et une sobriété qui tenait du prodige pour l'époque. Et c'est ici qu'il faut entrer dans l'usine. Franchissez les grilles de l'avenue d'Ivry au petit matin. Vous découvrez aussitôt l'étrangeté du lieu. Ce n'est pas une usine de plein pied, étalée comme celle de la province. C'est une usine parisienne, dressée sur plusieurs étages, prise dans le tissu serré du 13e arrondissement, où la place manque et où l'on construit en hauteur, faute de pouvoir s'étendre. Les pièces montent et descendent par les monte-charges. Le bâtiment respire à la verticale. Cette particularité, qui semble un détail, sera un jour l'une des causes de la faim, car on ne fait pas couler une production de masse dans un immeuble. Mais en 1950, personne n'y pense. Ce qui frappe, c'est le travail de l'aluminium. Là où les autres emboutissent l'acier, ici on façonne un métal clair, léger, capricieux. Des ouvriers le battent, le forment, l'ajustent. La carrosserie sort presque artisanale, plus proche du travail du chaudronnier que de la chaîne. Le métal sonne différemment sous le marteau. La lumière y joue autrement. Et personne, dans ces ateliers où l'aluminium brille comme de l'argent, ne sait encore que ce métal magnifique est en train de creuser, lentement, la tombe de l'entreprise. Mais gardons cela pour plus tard. Pour l'instant, la voiture prend forme, étage après étage, et descend enfin vers la rue, terminée, légère, prête à parcourir la France à 7 litres au 100 km. La Dyna X fonctionne. Et déjà, dans les bureaux d'études, Louis Bionnier dessine ce qui sera le chef-d'œuvre de la maison. Chapitre 5. Hong Kong sur Seine. Il faut s'arrêter un moment sur le monde qui entourait cette usine, car l'histoire ouvrière de Panhard
n'est pas celle d'une cité minière du Nord, ni d'une vallée sidérurgique de Lorraine. C'est une histoire parisienne. Et c'est une histoire d'immigration que peu de gens connaissent. Quand les grands constructeurs s'installent dans Paris au début du siècle, Renault à Boulogne-Billancourt, Citroën dans le 15e, Panhard dans le 13e, ils ont besoin de bras. Et parmi les bras qu'ils recrutent, il y a ceux d'hommes venus de très loin, des travailleurs chinois, arrivés en Europe avec la Première Guerre mondiale, employés d'abord à l'effort de guerre, puis restés. C'est autour de ces hommes, embauchés dans les usines automobiles, que se forme le premier peuplement asiatique du quartier de la place d'Italie, ce que l'on surnommera bien plus tard, avec affection, Hong Kong-sur-Seine. L'un des grands quartiers chinois d'Europe est né, en partie, du besoin de main-d'œuvre d'usines comme celle de l'avenue d'Ivry. C'est une vérité qu'il faut dire sans la transformer en carte postale. Ces hommes ont travaillé dur, dans des conditions souvent plus rudes que celles de leurs collègues français. Ils ont participé, eux aussi, à construire ce que la France célébrait comme son génie automobile. Ils font partie de cette histoire, au même titre que les ingénieurs centraliens et les pilotes de course. Le 13e arrondissement industriel, où 40% des habitants étaient des ouvriers, fut un creuset où se mêlaient les accents de Paris, ceux de la province, et ceux d'une diaspora venue de l'autre bout du monde. En 1955, l'usine de l'avenue d'Ivry employait 4 893 personnes. Au pic de son histoire, elle en avait compté 6 000. Des chaudronniers, des tôliers, des ajusteurs, des peintres, des magasiniers. Toute une population qui vivait au rythme de l'usine, dans un quartier où l'on entendait, à heure fixe, le flot des ouvriers refluer vers les rues, les cafés, les logements modestes. Et au-dessus de cette population ouvrière, 2 noms tenaient les rênes. 2 générations d'une même famille. Le père, Paul Panhard, dirigeait la maison depuis les années de la Grande Dépression. C'était un héritier, gardien d'un nom devenu une institution. Le fils, Jean Panhard, était né le 12 juin 1913. Polytechnicien, entré dans l'entreprise familiale en 1937, devenu directeur général, il allait être le dernier descendant de la lignée à diriger l'affaire, et le témoin lucide, jusqu'à sa mort centenaire en 2014, de presque toute l'histoire de l'automobile. Quand Jean Panhard parlait de son entreprise, c'était avec la précision d'un ingénieur et la gravité d'un homme qui savait ce qu'il avait perdu. Mais l'âme créatrice de la maison, à cette époque, tenait dans 2 autres hommes. Louis Bionnier, d'abord, entré chez Panhard en 1921, styliste maison, l'homme dont le crayon avait dessiné la dynamique et dessinerait toutes les voitures de l'après-guerre. Bionnier était un obsédé de l'aérodynamique, persuadé qu'une voiture devait fendre l'air comme un avion. Louis Delagarde, ensuite, le mécanicien, le père du petit bicylindre, ce moteur de moins d'1 litre qui allait porter la marque sur les routes et sur les circuits. Ensemble, dans les bureaux d'études de l'avenue d'Ivry, ces hommes préparaient une voiture qui allait étonner la France entière. Une voiture qui, 70 ans avant qu'on parle d'écologie et de sobriété, allait faire de l'économie d'énergie un argument de vente. Bionnier en avait posé les principes dès 1948, avec un prototype nommé la Dynavia, à la ligne d'obus, dont le coefficient de pénétration dans l'air défiait tout ce qui roulait alors. Le patron, Paul Panhard, l'avait vu filer à plus de 130 km/h avec une poignée de chevaux. Il avait compris. Il laissa Bionnier dessiner l'avenir. Cet avenir, c'était la Dyna Z. Chapitre 6. La Prius de son temps. Le 17 juin 1953, dans le décor feutré du restaurant Les Ambassadeurs, Panhard présente à la presse sa nouvelle berline. L'année suivante, elle est en production. Et il faut bien mesurer ce qu'elle représentait. La Dyna Z était une grande berline capable d'emporter 6 personnes. Et pourtant, elle ne pesait qu'environ 680 kg dans sa version aluminium, ne consommait que 7 litres au 100 km et atteignait 130 km/h. Le tout avec un humble bicylindre de 851 cm3. Son secret tenait dans sa ligne. Bionnier lui avait donné un coefficient de pénétration dans l'air de 0,26. Pour saisir ce que ce chiffre signifie, comparez la 2 chevaux Citroën affichée 0,51, la coccinelle allemande 0,48. La Dyna Z fendait l'air 2 fois mieux que ses rivales populaires. On l'a appelée, bien plus tard,
la Prius de son temps. Et la formule est juste. C'était une voiture qui faisait de l'efficience une vertu, de la légèreté une philosophie, à une époque où le reste du monde mesurait le progrès en cylindrée et en chrome. En 9 ans, Panhard en produira 141 348 exemplaires. Pour une maison qui sortait 10 voitures par jour 20 ans plus tôt, c'était une métamorphose complète. Mais le génie de Panhard, dans ces années-là, éclatait surtout sur les circuits. Et là, l'histoire devient presque invraisemblable. Tout repose sur ce même petit bicylindre de moins d'1 litre. Au Mans, dans les épreuves d'endurance, il existait une récompense pour la voiture la plus efficace, celle qui tirait le plus de chaque goutte de carburant, l'indice de performance. Et cet indice, des petits constructeurs montés sur mécanique Panhard se mirent à le rafler, année après année. D'abord Monopole, vainqueur en 1950, 51 et 52. Puis surtout l'écurie de 2 hommes, Charles Deutsch, ingénieur des ponts et chaussées passionné d'aérodynamique, et René Bonnet, mécanicien dont le garage était à Champigny-sur-Marne. Leur marque, DB, devint en 1959 l'écurie officielle de Panhard. Les victoires s'enchaînent. L'indice de performance du Mans en 1954, 56, 59, 60 et 61. Toutes avec le bicylindre Panhard de moins d'1 litre face à des moteurs 3 ou 4 fois plus gros. En 1960, une DB réalise le meilleur chiffre de consommation jamais enregistré au Mans. De l'autre côté de l'Atlantique, les petites DB Panhard deviennent le fléau de leur catégorie dans les courses américaines. Le prince régné de Monaco lui-même en pilota une. Au total, on attribuera à ce moteur plus de 900 victoires en compétition. 900. Tirées d'un humble 2 cylindres conçu pour économiser l'essence des familles françaises. Voilà ce qu'était Panhard à son zénith. Une maison qui ne ressemblait à aucune autre. Dans la France de ces années-là, on disait que 5 grandes marques se partageaient le caractère national. Citroën l'ingénieuse, Renault la laborieuse, Peugeot la bourgeoise, Simca l'américaine et Panhard la doyenne, la plus ancienne, la plus astucieuse, celle qui faisait avec 2 cylindres ce que les autres peinaient à faire avec 4. Chapitre 7. Le sommet. En 1959, la Dyna Z laisse place à une évolution restylée par Bionnière, la PL17. Les 2 lettres sont les initiales de Panhard et Levasseur. Le nombre, lui, est une petite équation maison. 5 chevaux fiscaux, 6 places, 6 litres au 100 km, ce qui donne 17. Et il était bon ce 17, qu'il fût inférieur au 19 de la DS Citroën. Ce n'était pas tout à fait un hasard, car la PL17 arrive au moment le plus glorieux de l'après-guerre Panhard. En 1961, au rallye de Monte-Carlo, les PL17 raflent les 3 premières places. Première, deuxième, troisième. Une voiture de famille économique, conçue pour les routes de campagne, qui domine le rallye le plus prestigieux d'Europe. Les concessionnaires n'en reviennent pas. La presse célèbre cette petite Française maligne qui bat les grosses cylindrées. Et les ventes suivent. En 1962, Panhard vend 33 698 voitures. C'est le sommet absolu. Jamais la maison de l'avenue d'Ivry n'avait écoulé autant d'automobiles en une seule année. Dans les ateliers, on travaille à plein. Dans les bureaux, on a le sentiment, peut-être, d'avoir gagné le pari de la Renaissance, d'avoir transformé la doyenne du luxe en championne populaire et d'avoir réussi. Pourtant, au cœur de ce triomphe, le ver était déjà dans le fruit. Car ses ventes records, Panhard ne les devait plus tout à fait à ses seules forces. Quelques années plus tôt, étranglée par les coups de ses carrosseries, la maison avait dû appeler à l'aide. Et celui qui avait répondu, c'était un rival. En avril 1955, Citroën était entré dans le capital de Panhard à hauteur de 25%. En 1958, cette part était montée à 45%. Les réseaux commerciaux des 2 marques avaient fusionné. Et c'est en partie grâce à ce réseau élargi, capable de proposer une petite voiture, une moyenne et une grande, que la Dyna Z, puis la PL17, s'était si bien vendue. Le sommet de 1962 était donc un sommet en cage.
les chiffres montaient, la main qui les faisait monter n'appartenait plus entièrement à la famille Panhard. Mais qui, dans l'euphorie des 3 premières places de Monte-Carlo, voulait y penser? On fêtait les victoires. On dessinait déjà la voiture suivante, qui serait la plus belle de toutes. On regardait l'avenir avec la confiance d'une maison qui avait tout survécu. La mort de son fondateur, 2 guerres mondiales, la Grande Dépression, l'occupation, et qui ne voyait pas pourquoi elle ne survivrait pas à un simple actionnaire. C'était le plus haut sommet, le point le plus élevé avant la chute. Et debout sur ce sommet, baigné par la lumière des victoires et des records de vente, personne, dans les murs de l'avenue d'Ivry, ne pouvait voir le monde qui était déjà en train de se refermer autour d'eux. Chapitre 8. L'erreur dans le calcul. Pour comprendre comment meurt le plus ancien constructeur automobile du monde, il faut revenir en arrière. Avant les victoires de Monte-Carlo, avant les records de vente. Il faut revenir au moment où, dans un bureau de l'avenue d'Ivry, un homme a fait un calcul. Et où ce calcul était faux. Cet homme, c'était Jean Panhard lui-même. Et le calcul portait sur l'aluminium. Souvenez-vous, la Dyna Z était une merveille de légèreté, parce qu'elle était habillée d'aluminium. Sur le papier, le métal léger ne coûtait pas une fortune. Mais Jean Panhard, en établissant ses coûts, avait oublié une chose: les chutes. Quand on découpe une carrosserie dans une feuille d'aluminium, il reste des déchets, des morceaux inutilisables. Et ces chutes, racontera-t-il bien plus tard à un journaliste, personne n'en voulait, sauf à un prix ridiculement bas. Or, cette différence, ce manque à gagner sur le métal perdu, c'était exactement la marge bénéficiaire de la voiture. Faites le compte. Une coque en aluminium revenait, en production réelle, à 55 700 francs. La même coque en acier en aurait coûté 15 600. Pour chaque Dyna Z qui sortait de l'usine, Panhard perdait de l'argent. Une voiture de base coûtait 699 000 francs, le prix d'une traction avant Citroën bien plus puissante. La maison vendait à perte sa plus belle réussite technique. Dès septembre 1955, on bascule dans la précipitation vers l'acier. Mais l'acier est lourd. La voiture prend d'un coup 123 kilos. Il faut revoir la suspension avant. On rafistole. On corrige. On éteint l'incendie. Mais le mal était fait, et il était plus profond qu'une question de tôle. Car derrière l'erreur de l'aluminium, il y avait des faiblesses que rien ne pouvait corriger. L'usine d'abord, cette usine parisienne dressée sur plusieurs étages où l'on ne pouvait pas faire couler une vraie production de masse. Il aurait fallu construire une usine neuve, de plein pied, comme celle des concurrents. Après les 2 milliards de francs déjà engloutis dans la Dyna Z, il en aurait fallu autant. Panhard n'avait pas cet argent. Le moteur ensuite. Le petit bicylindre, brillant, glorieux sur les circuits, vieillissait. Il devenait fragile. Il manquait de douceur, de raffinement, à une époque où les acheteurs commençaient à exiger du silence et du confort. Et puis il y avait ce paradoxe que les concessionnaires ne savaient plus comment expliquer. Une Panhard de 850 cm3 coûtait plus cher qu'une Simca Aronde de 1300. Comment vendre une plus petite voiture, plus chère, à des clients qui comptaient? Voilà la vérité que le mythe oublie souvent. Panhard ne se mourait pas seulement à cause de ce qui allait lui arriver. Panhard se mourait déjà de ses propres erreurs. Et c'est cette agonie financière, bien réelle, qui a forcé la famille à faire ce qu'elle n'aurait jamais voulu faire: tendre la main à un rival. On raconte, et il faut le dire avec prudence car le récit mêle l'histoire documentée et l'hypothèse, qu'il y eut une autre porte, que Paul et Jean Panhard, peu convaincus par la solution Citroën, se seraient tournés vers André Maurice, alors ministre de l'Industrie et du Commerce, lequel aurait téléphoné à un industriel du nom de Sylvain Floirat, le fondateur d'Europe numéro 1, par ailleurs constructeur d'autocars, pour qu'il vienne renflouer la maison. L'option Floirat aurait exigé que la famille cède 40% de son capital, mais elle aurait offert davantage d'indépendance et de l'argent frais. Les faits autour de cet épisode se vérifient. Les rôles de Maurice et de Floirat aussi. Mais la scène précise reste de l'ordre du plausible, pas du certain. Disons simplement qu'il y eut, peut-être, un autre chemin, et qu'on ne l'a pas pris. Le chemin qu'on a pris, lui, est parfaitement documenté. En avril 1955,
la famille Panhard signa un accord avec Citroën. C'était une bouée de sauvetage. C'était aussi, on le verra, le premier nœud d'une corde. Chapitre 9. Les 3/4 d'une étreinte. Il faut bien comprendre la nature de cet accord, car tout le drame est dans sa structure. Ce n'était pas une simple entente commerciale. C'était un dispositif en 3 temps. D'abord, l'argent. Citroën prenait 25% du capital de Panhard, injectant la trésorerie qui manquait et liant, selon les mots du protocole, les intérêts des deux maisons. Ensuite, l'industrie, l'usine de l'avenue d'Ivry, qui tournait au ralenti, se mettait à fabriquer les fourgonnettes 2 chevaux pour le compte de Citroën, afin d'occuper sa capacité inemployée. Enfin, le commerce. Les réseaux de vente des deux marques fusionnaient. Désormais, un même concessionnaire pouvait proposer une petite voiture, la 2 chevaux, une moyenne, la Dynazed, et une grande, la DS. À court terme, l'accord sauva Panhard. Mieux, il le dopa. C'est ce réseau élargi qui permit à la Dynazed, puis à la PL17, de se vendre comme jamais. Les victoires de Monte-Carlo, le pic de 33 698 voitures en 1962, tout cela arriva après l'accord, en partie grâce à lui. On pourrait croire à un mariage heureux, mais un mariage où l'un des deux époux possède 1/4 de l'autre, puis bientôt près de la moitié, n'est pas un mariage entre égaux. En 1958, la participation de Citroën était montée à 45%. Et cette même année, un homme prit la tête de Citroën. Un homme dont le nom doit être prononcé clairement parce qu'il est au cœur de cette histoire. Pierre Berco. Né en 1903, numéro 1 de Citroën de 1958 à 1971. Un intellectuel, plus cérébral que chaleureux, plus à l'aise avec une idée qu'avec un homme. C'était lui qui, dès 1955, alors directeur général, avait proposé la solution des 25%. C'était un homme de croissance externe, convaincu que Citroën devait grandir en absorbant les autres. Il rêvait de rapprochement, de rachat. Il finirait par s'emparer de Maserati. Et au-dessus de Berco, il y avait une autre puissance, qu'il ne faut jamais perdre de vue. Citroën n'appartenait pas à Citroën. Depuis la faillite des années 30, la maison était dans les mains de Michelin, l'empire du pneumatique de Clermont-Ferrand. La hiérarchie, ainsi, formait une cascade implacable. Michelin tenait Citroën et Citroën tenait Panhard. La plus ancienne marque automobile du monde était devenue, au bout de la chaîne, la filiale d'un fabricant de pneus. Ce qui se passa ensuite ne fut pas un coup de tonnerre, ce fut un étouffement, lent, méthodique, logique même, du point de vue de l'actionnaire dominant. Et c'est cela qui rend l'histoire si difficile à raconter sans la trahir. Les premiers signes furent commerciaux. Pour les fourgonnettes 2 chevaux que Panhard fabriquait, Citroën payait son sous-traitant, c'est documenté, délibérément en dessous du coût. Panhard travaillait et perdait de l'argent en travaillant pour son actionnaire. Dans le même temps, Citroën mit fin sans tarder à la gamme de camions Panhard. Un débouché de moins, une activité de moins. Puis vint le coup le plus net. Le 24 avril 1961, Citroën lança l'Ami 6, une berline moyenne exactement sur le créneau de la PL17. Une voiture de la marque mère qui venait siphonner la clientèle de la marque filiale. Comment vendre une Panhard quand le réseau, le même réseau, proposait juste à côté une Citroën neuve qui visait les mêmes acheteurs? L'étreinte se resserrait. Et Panhard, qui croyait avoir trouvé un sauveur, commençait à comprendre qu'il avait trouvé un propriétaire. Chapitre 10. Tout ce qu'on m'a. Interdit. Au milieu de tout cela, Panhard travaillait encore. Et même, Panhard préparait son chef-d'œuvre. Le 23 juin 1963, près de l'autodrome de Montlhéry, dans un jardin orné de statues antiques et baigné d'une lumière soignée, la maison présenta à la presse une voiture qui coupait le souffle. Elle s'appelait simplement la 24. Un coupé 2+2, dessiné par Louis Bionnier avec les ingénieurs René Ducassou-Péot et André Jouan. Des phares jumelés, abrités sous un couvercle de verre transparent. Une ligne d'une pureté que la France n'avait pas vue depuis longtemps. Toujours ce petit bicylindre de 848 cm3, poussé jusqu'à 50, parfois 60 chevaux dans la version Tigre. Une voiture magnifique. Une voiture désirable. Une voiture condamnée d'avance. Car la 24 aurait dû être une berline à 4 portes. Sur le marché français, la 4 portes était la condition même du succès,
la voiture des familles, celle qui se vend en volume. Les maquettes existaient. Le projet d'une 24 à 4 portes, et même d'un break, avait été étudié. Mais Pierre Bercot dit non. Une Panhard à 4 portes serait venue marcher sur les plates-bandes de la DS et de la Mi 6. L'actionnaire ne voulait pas que sa filiale concurrence la maison mère. Alors la berline fut tuée dans l'œuf, et il ne resta qu'un coupé, superbe, mais incapable de faire du volume dans un pays qui voulait 4 portes. Bercot dit non, aussi, au moteur. On proposa de doter la 24 d'un 4 cylindres, qui lui aurait donné la puissance et la douceur que le vieux bicylindre ne pouvait plus offrir. Refusé, pour raison de coût. Un 4 cylindres Panhard aurait pu, lui aussi, gêner les modèles Citroën. Il y eut bien un espoir, la promesse d'un moteur refroidi par air fourni par l'allemand NSU via une coentreprise montée en 1964. La promesse fut faite, puis retirée. Et quand, plus tard, on imagina une Super 24, plus puissante, capable de relancer l'intérêt pour la marque, Bercot dit non une fois de plus. À ce moment-là, l'esprit du numéro 1 de Citroën était déjà ailleurs. Il préparait une nouvelle voiture moyenne, la future GS. Il négociait le rachat de Maserati pour donner un moteur à sa future SM. Le sort de Panhard ne l'intéressait plus vraiment. Voici l'endroit où le récit doit être honnête, car c'est l'endroit où le mythe et la preuve se séparent. On parle souvent de sabotage, de complot organisé dès 1955 pour liquider un rival gênant. La preuve écrite d'une telle intention, planifiée depuis le premier jour, n'existe pas. Ce qui existe, en revanche, est accablant à sa manière. Une série de refus parfaitement documentés. Pas de 4 portes. Pas de 4 cylindres. Pas de moteur NSU finalement. Pas de Super 24. À chaque fois qu'on a voulu donner à Panhard les moyens de vivre, l'actionnaire dominant a dit non. Non par haine, mais par cette logique froide qui veut qu'une filiale ne fasse jamais d'ombre à sa maison mère. Ce n'était peut-être pas un assassinat prémédité. C'était un étranglement par refus successifs. Et pour la victime, la nuance ne change pas grand-chose. Il y eut une dernière humiliation. En 1966, pour faire du chiffre, on lança une 24 dépouillée, une version d'entrée de gamme, la 24 BA. On en vendit 161 exemplaires. 161. Et l'on jugea qu'elle nuisait à l'image de la marque. La doyenne de l'automobile mondiale en était réduite à brader son chef-d'œuvre pour finir par y renoncer. Au printemps 1965, Citroën porta sa participation à 100%. L'étreinte était devenue absorption. La famille Panhard ne possédait plus rien de sa propre maison. Chapitre 11. La dernière voiture. Maintenant, écoutez les chiffres tombés. En 1962, le sommet. 33 698 voitures. En 1965, 11 631. En 1966, 3 845. En 1967, 1426. Une chute. Une vraie chute, année après année, comme une voiture qui dévale une pente sans frein. À court de capacité dans ses propres usines, Citroën fit un choix qui en disait tout. L'usine de l'avenue d'Ivry pouvait produire la 24, ou produire des fourgonnettes 2 chevaux dont la demande explosait. Citroën choisit les fourgonnettes. Sur les chaînes où l'on avait assemblé les coupés les plus élégants de France, on monta des utilitaires d'une autre marque. La 24, faute de moyens, faute de 4 portes, faute de moteur neuf, s'éteignait doucement. La fin tint dans une phrase. À l'été 1967, un communiqué de Citroën, consacré aux prévisions de l'année suivante, contenait, au milieu d'autres lignes, cette annonce sèche. La production de la Panhard 24 est terminée. Pas un hommage, pas un mot pour la doyenne, une ligne dans un communiqué de gestion. Le 20 juillet 1967, la dernière Panhard sortit des chaînes de l'avenue d'Ivry. Une 24B de couleur bleu clair. La dernière voiture civile d'une marque née 76 ans plus tôt, sur cette même avenue, dans un atelier de scie. Au total,
on aura construit 28 651 exemplaires de cette 24 que tout avait empêché d'exister vraiment. Il faut dire les choses comme elles furent, sans les noircir ni les adoucir. Il n'y eut pas de drame social à proprement parler. Pas de licenciement massif, pas d'ouvriers jetés à la rue. Les salariés conservèrent leur emploi, absorbés dans la machine Citroën. Jean Panard, le dernier de la lignée, parlera de cette fin avec une expression qui dit tout. La coupure de 1000 liens. Ce n'est pas une usine qu'on ferme, c'est 1000 fils invisibles qu'on tranche. L'attachement à un nom, à une manière de faire, à une fierté. Les murs restaient, l'âme s'en allait. Les ateliers parisiens, eux, continuèrent un temps de servir, pour l'usinage et le montage, jusqu'à la fin de 1969. Dans des locaux qui se dégradaient, dans des conditions de travail devenues pénibles, une lente extinction des feux, sans cérémonie. Et puis il y a cette ironie finale qu'il faut laisser parler seul. Louis Bionnier, le styliste de génie, l'homme de la dynamique, de la Dyna, de la PL17 et de la 24, fut chargé par Citroën de dessiner une nouvelle petite voiture. Elle sortit en 1967. On l'appela la Diane, qui est, à une lettre près, l'anagramme de Dyna, ce nom que Panard avait possédé. Le crayon de Panard dessinait désormais des Citroën. Et 3 ans plus tard, en 1970, Citroën lança la GS. Une berline moyenne, aérodynamique, à moteur 4 cylindres à plat refroidi par air, à traction avant. C'est-à-dire, trait pour trait, exactement la voiture que la 24 aurait pu devenir, si seulement on avait laissé Panard la construire. La maison mère réalisa, sous son propre nom, la voiture qu'elle avait interdite à sa filiale. On ne saurait imaginer épitaphe plus cruelle. Chapitre 12. Ce que les blindés ont sauvé. Et pourtant, le nom Panard n'est pas mort ce 20 juillet 1967. Une part de la maison a survécu. La part la plus inattendue. La part militaire. Il faut savoir que Panard, depuis l'avant-guerre, construisait aussi des véhicules blindés. Des engins de reconnaissance, l'EBR, dérivé du génie de Louis de Lagarde, puis, à partir des années 50, la fameuse automitrailleuse légère, l'AML, un petit blindé à 4 roues, armé d'un canon, fabriqué dans une usine près de la porte de Choisy, dans le 13e. Cette AML connut un succès mondial. Plus de 4000 exemplaires, exportés vers des dizaines de gouvernements, fabriqués sous licence jusqu'en Afrique du Sud. Sur les chaînes de la porte de Choisy, dira-t-on, les 2 chevaux ont fini par remplacer les automitrailleuses. Or, lors de l'absorption de 1965, cette branche militaire ne fut pas avalée comme le reste. Elle fut détachée, mise à part, dans une société nouvelle, la Société de construction mécanique Panard et Levasseur. Et à sa tête, on plaça l'homme qui portait le nom, Jean Panard. Il la présida de 1965 à 1981 et l'activité fut transférée à Marolles. C'est cette lignée militaire et elle seule qui a traversé le temps. Elle resta dans le giron de Citroën, puis de l'ensemble Peugeot-Citroën, pendant 40 ans. En 2005, une autre maison, Overland, racheta Panard, tout en gardant le nom Panard, parce qu'il était mondialement plus connu que le sien. En 2012, le groupe Renault Trucks Defense acquit l'ensemble pour 62,5 millions d'euros. Et en 2018, tout cela fusionna sous une marque nouvelle, Arcus. Le nom Panard, après avoir donné l'automobile au monde, survit aujourd'hui dans la défense, et survit aussi, on l'a dit, dans cette barre de suspension que tous les ingénieurs du monde appellent encore la barre Panard. Mais la maison de l'automobile, la vraie, celle de l'avenue d'Ivry, qu'en reste-t-il ? Les bâtiments furent démolis pour l'essentiel à partir de 1967. Là où s'étendaient les 12 hectares, là où 6000 ouvriers entraient chaque matin, les tours des Olympiades s'élevèrent, ce grand ensemble de béton qui domine aujourd'hui le quartier asiatique du 13e, ce quartier qu'une partie des ouvriers de Panard avait contribué à faire naître. La boucle, là encore, se referme. Il subsiste pourtant un fragment. Ce triangle d'ateliers de briques et de meulières entre l'avenue d'Ivry, la rue Nationale et la rue Regnault. En 2013, une reconversion menée par l'agence d'architecture AREP en a fait des bureaux modernes.
plus de 20 000 mètres carrés, une crèche, un accueil de jour pour les sans-abri, un grand atrium central. Et au milieu de cet atrium, posée comme une relique dans une châsse, une voiture. Une seule. Une Dyna-X. La petite berline d'aluminium des débuts de l'après-guerre, exposée là où l'on avait, jadis, inventé l'industrie automobile. C'est là, sur ce mur, qu'est restée la plaque, celle que personne ne lit. Ici naquit l'industrie automobile, 1891. Chapitre 13. Ce qui reste. Songez à tout ce que cette maison a traversé. Elle a inventé l'architecture de l'automobile moderne. Elle a donné au monde le volant qu'il tient encore, la boîte de vitesse qu'il a longtemps employée, une barre d'acier qui porte toujours son nom sous les châssis de la planète. Elle a survécu à la mort de son fondateur, tombé sur la route en essayant ses propres machines. Elle a survécu à la Grande Guerre, à la Grande Dépression, à l'occupation. Elle a été, vers 1900, le premier constructeur et le premier exportateur automobile du monde. Elle a, dans son grand âge, étonné tout le monde en faisant courir un bicylindre de moins d'1 litre jusqu'à plus de 900 victoires. Elle a tout survécu. Tout. Sauf une signature. Non pas un cataclysme, non pas une guerre, ni une crise, ni une faillite spectaculaire. Une signature, au bas d'un contrat, un jour d'avril 1955. Une main tendue à un rival, parce qu'on avait mal compté le prix de l'aluminium, parce que l'usine était trop vieille et trop haute, parce que le petit moteur fidèle commençait à se fatiguer. Une bouée de sauvetage qui était aussi une laisse. Et au bout de la laisse, un homme, Pierre Bercot, qui ne voulait pas tuer Panard, mais qui ne voulait surtout pas que Panard vive assez fort pour gêner Citroën. On dira que c'était inévitable, que la petite maison de luxe ne pouvait pas tenir face aux géants de la production de masse. C'est peut-être vrai. Mais regardez la GS de 1970. Regardez la voiture que Citroën a su construire dès qu'elle a cessé de l'interdire. Et demandez-vous si une maison capable de concevoir la Dyna Z, la PL17 et la 24, n'aurait pas, elle aussi, su trouver son avenir, si seulement on l'avait laissé le chercher. Le dernier de la lignée, Jean Panard, est mort centenaire, en juillet 2014, à 101 ans. Il avait vu naître l'automobile, ou presque. Il avait vu sa maison régner sur le monde, puis s'éteindre dans un communiqué de gestion. Il avait gardé jusqu'au bout la précision de l'ingénieur et la gravité de l'homme qui sait ce qui a été perdu. Aujourd'hui, dans un atrium de bureau du 13e arrondissement, une petite Dyna-X brille sous les verrières. Les employés passent devant, sans toujours savoir ce qu'elle fut. Sur le mur, dehors, la plaque dit la vérité à des passants qui ne la lisent pas. Ici naquit l'industrie automobile. Ici. Pas ailleurs. Ici, où il ne reste qu'une voiture et 4 mots dans la pierre.